Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Il fait jour maintenant à cette heure-ci. Comment ça va tout le monde? Pour une fois, j'ai décidé d'être un peu femme. On a mis une belle perruque bien longue. On a fait du make-up et on n'a toujours pas travaillé sa voix. euh, Parce que c'est vachement plus long et chiant. Faut faire ça sur la durée. Bon, c'est un peu relou. Du coup, ce soir, début de soirée. Début de soirée, ça va être un article de Judith Butler, paru en 1996. Enfin, le colloque dans lequel elle a fait cette présentation, c'était en 96. Ça a été retranscrit en 97. Et là, c'est une traduction qui est parue 97. Oh, début des années 2000, je sais plus. Dans la revue Actuelle Marx. Très très bonne. Il y a des trucs intéressants en tout cas dans cette revue. Si vous vous intéressez à la pensée marxiste ou marxienne, bref, à tout ce qui est matérialisme en général et choses comme ça. Est-ce que ça va le micro? Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui pourraient me répondre? Normalement, à la vue du vue-mètre, ça va. Je me demande si la compression est pas un peu forte. Mais bon. Du coup, un article de Judith Butler qui est étonnamment pour du Judith Butler pas le plus compliqué à comprendre. Une fois de plus, il faut avoir quelques bases en philosophie ou autre. Parce que Judith Butler est philosophe de son état, philosophe américaine et juive aussi. Enfin, pas accessoirement, parce qu'elle a écrit quand même des bouquins assez intéressants sur les vies qui méritent d'être pleurées. Il y a des prises de position aussi sur la colonisation israélienne en Palestine. Et oui, par rapport à un truc comme ce gros bouquin qui est Trouble dans le genre, enfin, c'est pas si gros, mais comme c'est assez compliqué, on peut dire que c'est un gros bouquin. Là, on va être sur des choses plus simples. Et surtout, bien que ce soit paru en 96 et en début des années 2000 du coup pour la version française traduite, et ben, qu'est-ce que je voulais dire? Et ben oui, c'est relativement simple. Ça a été publié du coup un petit peu après Trouble dans le genre, 5-6 ans après, 6 ans. Et comme on avait vu la dernière fois avec Stevie Jackson, bah, une partie des féministes matérialistes françaises ont pas trop aimé les post-structuralistes et le bouquin de Butler, notamment parce qu'elle les citait pas. Elle parlait du French Feminism, et le French Feminism, c'est un corpus théorique construit aux États-Unis et qui, comme Stevie Jackson le soulignait et d'autres l'ont souligné aussi, Delphi a fait un article aussi là-dessus. Et ça ressemble à rien. Ils ont pris des trucs à droite, à gauche en France. Et ça ressemble pas à grand chose. Mais du coup, elle se plaignait pas mal que les féministes matérialistes n'étaient pas citées. Bon, là, elles seront pas plus citées, enfin pas les françaises en tout cas. Mais ça discute en tout cas de thèses marxistes slash marxiennes. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et notamment, bah, on va voir que ça fait un peu caca sur ce qu'on peut appeler des classes first, qui considèrent que la lutte des classes prolétaires versus bourgeoisie,
C'est le seul truc qui a d'importance. Le reste, bon, c'est secondaire. Bon, même si j'ai déjà lu des textes parfois où ça dit c'est secondaire, mais ça veut pas dire que c'est pas important. Bon, on a le droit d'utiliser les mots, hein, mais après, on voit concrètement à quoi ça ressemble. Et, euh, et surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est. Je reviendrai un peu dessus un moment. Mais c'est justement sur les accusations non, mais tout ça, enfin, tout ça, c'est culturel. C'est pas c'est pas les rapports sociaux de production habituels. Donc en vrai, on s'en tape. Et en fait, bah non. Bah non, on s'en tape pas. D'une part parce que le culturel, soit on est resté dans un marxisme très 20e siècle en disant que oui, c'est la superstructure qui vient juste se poser sur une base matérielle et qui est déterminée par celle-ci. Ce qui est con, hein, parce qu'il y a eu un paquet de travaux depuis. Et en plus, ce qu'elle souligne aussi, c'est que bah, en fait, l'exploitation et la relégation des corps et des personnes LGBTQI+, bah, ça a un vrai rapport matériel dans le mode de production capitaliste et hétéropatriarcal. Donc non, ce n'est pas simplement culturel. Voilà, c'était la fin du live. On peut... Non, non, on va lire l'article ensemble. Il y a des choses intéressantes. Beaucoup plus détaillées que ce que je suis en train de faire là. Mais voilà un petit peu à quoi ça va ressembler. Et ben, on va y aller de ce pas. Illico presto et tutti quanti. Non, là, c'était pas du tout adapté. Tchac. Est-ce que j'irai rechercher la date? Non, bon, Balek. Faut se souvenir que c'est 96 la première fois qu'elle a, enfin, elle a écrit pour l'oraliser à un colloque, mais c'est 96 en tout cas le colloque où elle en a parlé. Et bah c'est parti, let's go. Comme d'habitude, hein, je vais lire de ma voix pas du tout féminine. Et puis je m'arrêterai pour faire des commentaires ou si vous avez des questions à des moments. Je fais vraiment la prof. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bah pas à lever la main parce que je vous verrai pas. Mais on va dire de la merde hein, dans le chat. Hein. C'est en vrai, c'est le lundi des gros cerveaux, mais c'est lundi soir surtout. Donc si vous voulez juste raconter de la demeure, c'est possible aussi. Du moment que c'est pas pour m'insulter, ça va. Ou à la limite des insultes politiques un peu rigolotes. Genre trotskiste ou des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi vous diriez trotskiste, mais ça c'est toujours un peu drôle. Putain de Travelo, là, ça va pas trop le faire. Donc simplement culturel. Point d'interrogation. C'est une bonne question. Mais pourquoi qu'elle dit ça? Eh ben, let's go. Donc, je me propose d'analyser deux affirmations de type différent qui circulent depuis peu. Maintenant avec le recul, ça commence à faire longtemps. Mais expriment un sentiment qui n'a cessé de croître ces derniers temps. Première de ces affirmations. L'une, ouvertement marxiste, déplore la réduction de la réflexion et de la pratique marxiste à l'étude de la culture, où l'on voit parfois une réduction du marxisme aux études culturelles. Donc c'est ce que je racontais en introduction. Hein. Voilà, on s'occupe plus de la base matérielle, on parle que du culturel. Ouin. Vous avez rien compris. Bon. Mais oui, les années 90, ça reste tout ce qu'on a appelé
Le tournant culturel, et c'est notamment en Angleterre que ça a bien pris et bien commencé. Tournant culturel des études marxistes. Deuxième affirmation. La deuxième concerne la tendance à reléguer les nouveaux mouvements sociaux à la sphère du culturel, voire à les ignorer, en les accusant de ne s'intéresser qu'à ce qui ne serait que culturel, puis à qualifier cette politique culturelle de fractionnelle, d'identitaire et de particulariste. Bon, sur la deuxième, bon, la première affirmation sur l'aspect culturel, je vais dire, en fait, je vais juste vite fait diminuer la luminosité de ma webcam parce que là, avec l'écran, c'est vraiment un peu trop fort. Désolé. Voilà, c'est beaucoup plus saillant. Hop, hop, hop. Oui, la première sur l'accusation, oui, c'est juste culturel. En vrai, c'est un peu un truc de spécialiste. Voilà, faut avoir déjà un peu compris vaguement des bases de marxisme sur c'est quoi la structure, c'est quoi la superstructure, c'est quoi l'idéologie, tout ça. Le deuxième, c'est un truc qu'on voit souvent, pas mal à droite, mais aussi chez une partie de la gauche même actuelle, hein. On va les citer, hein, des gens comme Gérard Noiriel et Stéphane Beau en France, dans les journaux qui font un peu ce genre de truc. On a Le Monde Diplo. J'aime bien leurs articles, mais ça fait très vieille gauche chiante quand même des fois. Surtout sur, enfin, voilà, sur ces questions-là, c'est genre, vous nous faites un peu chier quand même. Et voilà, en plus, les accusations en identitarisme et en particularisme, c'est très étonnant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve vachement plus en France avec tout le discours sur l'universalisme, la République une et indivisible, tout ça. Et il faut croire que, bah, apparemment, aux États-Unis, terre multiculturelle, assumée telle qu'elle, s'il en est, bah, apparemment, on parle de ça aussi. Mais là, finalement, c'est peut-être plus dans le courant très de gauche, très marxiste, où on dit oui, ça fractionne le prolétariat, les mouvements ouvriers, alors qu'il a autre chose à faire, c'est se battre contre le capitalisme. Alors, je sais pas s'il a autre chose à faire, enfin, on a tous à le faire, mais tous et toutes. Mais au sein du prolétariat, bah, il y a des divisions. Et en fait, c'est pas juste en disant ah, bah, faut pas les évoquer. Bah non, faut les résoudre. Bande de cons. Euh, donc voilà, truc classique hein, sur le féminisme, sur le racisme. Donc on va s'attaquer à ça avec Butler. Donc si je choisis de ne pas donner les noms de ceux qui, selon moi, sont derrière ces affirmations, j'espère qu'on ne m'en tiendra pas rigueur. Ah bah bravo, elle cite pas ses sources. Waouh, c'est pour éviter la shitstorm gratos. Déjà, le monde universitaire, on dit Twitter, shitstorm, putain, les universitaires, et même avant les universitaires, j'ai souvenir, désolé, hein. Ceux qui sont jamais venus encore, je vais beaucoup digresser. Mais je me souviens d'avoir lu une correspondance entre Thomas Hobbes, philosophe anglais, auteur du bouquin Le Léviathan. Très intéressant si on s'intéresse à l'émergence de la philosophie politique moderne. Et René Descartes, autre philosophe français de son état, où Descartes disait en gros, je veux plus rien à faire avec cet anglois, il veut juste me gratter de ma fame. Bon, ça fait un peu bataille de youtubeur quand même.
Et tout ça au XVIIe siècle. Donc les choses n'ont pas beaucoup changé et les grosses têtes du XVIIe, comme les gens très moyens, ils ont dit, enfin, Descartes et Hobbes ont écrit des trucs cool, mais ça devait être des gens très très moyens dans la vie de tous les jours. Et ben c'est un peu le même combat quand même. Donc, toute la dynamique de cet essai repose sur un présupposé culturel. En plus, elle aime bien rigoler, hein, Butler. Enfin, c'est de la rigolade d'universitaire. Hein. Des propos sont tenus, ils sont entendus, ils ont une place dans les débats qui composent le paysage intellectuel des cercles progressistes. Je pense également que le fait d'associer des individus à ces affirmations risque de détourner l'attention du sens et des conséquences qu'elles ont, pour la focaliser sur les jeux politiques plus mesquins du « qui a dit quoi ». Et en vrai, Judith, c'est un très bon move de faire ça et de le dire comme ça. Parce que, bah oui, on s'en fout de qui a dit quoi, c'est ok, vous faites des affirmations, je vais les prendre, et je vais les dégommer. Qu'importe qui vous êtes, si vous les tenez. Et comment on lui a répondu ? Forme de politique culturelle à laquelle je souhaite résister pour le moment. Donc en plus, elle en rajoute sur... Ah oui ? Vous dites que nos travaux et que les mouvements sociaux comme ça, c'est que du culturel ? Et pourtant, vos petites guéguerres nulles et juste tenir un discours, produire du discours intellectuel, c'est pas juste culturel ça ? Moi, c'est toujours ça qui me fait marrer chez les intellectuels de gauche et très marxistes. C'est genre, oui, la lutte des classes, la grève, c'est des trucs machin. Mais eux, tout ce qui branle, c'est vachement de la théorie quand même. En pratique, c'est pas la Sorbonne, quoi. Ni à Normal Sup. Même s'il y en a qui voudraient S'il y en a qui, à Normal Sup, qui épicent un petit peu leur vie en revêtant des caouets noirs et en écrivant sur Paris 8 Info. Mais bon, ça leur fait leur petite sortie radicale du dimanche. Ou de la semaine. Putain, moi aussi, je troll comme pas possible. Voici quelques-unes des formes prises par ces arguments récemment. L'accent mis sur le culturel par la gauche a entraîné l'abandon du projet matérialiste du marxisme. Alors que pour l'instant, on a vu beaucoup de matérialistes, enfin féministes, hein, et plus marxiennes que féministes marxistes. Un jour, peut-être, on fera la diff. Je crois qu'on en avait déjà parlé vite fait de la diff. Donc attention, il paraît que le culturel, c'est pas matérialiste. Parce que les questions d'équité économique et de redistribution sont désormais négligées. Et que la culture n'est pas soumise à une analyse systématique des modes de production sociaux et économiques. Là, on retrouve aussi un peu cette fausse gauche, cette gauche de droite un peu rouge-brune qui... Peut-être mis mon compteur... Bref. Cette gauche de droite un peu rouge-brune qui fait... Oui, la gauche, elle a abandonné les classes populaires. Maintenant, il n'y en a plus que pour les meufs, les LGBT, les immigrés et trucs comme ça. Bon, d'une, les 3 dernières choses que tu viens de citer, c'est les classes surreprésentées du prolétariat pauvre, le plus pauvre, et exploité. Et de deux, et bah, comme on va te le montrer, il y a des problèmes de division au sein du prolétariat.
les mecs ont quelque chose à gagner par rapport aux meufs. C'est une cohésion de classe masculine, de classe de sexe des hommes. Les blancs ont quelque chose à gagner. Enfin, c'est ce qu'ils croient, hein, les blancs pauvres. Enfin, les blancs prolétaires. C'est une solidarité raciale. C'est le programme du Front National. Tout jouer sur la constitution d'un groupe politique blanc. Malgré que une fois qu'il y aura, enfin une fois qu'il y aura plus que des blancs, ça arrivera pas, mais malgré tout le reste en fait. Ce qui est quand même complètement con. Tu préfères être solidaire des gens qui partagent ton taf ou même si c'est pas au même endroit qui tes conditions, ou de ton patron juste parce qu'il est blanc. C'est complètement con. C'est con les racistes des fois. Enfin non, c'est pas con, hein, c'est un vrai projet politique de merde qu'il faut combattre. Et ça reste un projet politique. Ne pas tout ramener à la bêtise. Pour certaines personnes, oui, c'est de la bêtise, mais pour beaucoup, c'en est pas. L'accent mis sur le culturel par la gauche. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est, on n'entend plus trop parler de ça, mais le FN et les Rouges-Bruns citent souvent ça sur la gauche qui a oublié le prolétariat. Ce serait le rapport Terranova en disant oui, bah, les ouvriers, de toute façon, ils votent plus pour vous, donc ça sert à rien d'aller chercher. Maintenant, il faut aller chercher les femmes, les immigrés et les personnes LGBT. Bon, les personnes immigrées, en général, si elles sont pas françaises, bah, elles peuvent pas voter. Malgré des promesses d'une certaine gauche SOSDEM depuis Mitterrand, et qui nous ont fait le coup à chaque fois. Oui, ils pourront voter. Mais voilà, c'est. Il faut croire qu'aux États-Unis, je pense qu'ils doivent avoir un peu les mêmes, hein. De toute façon, oui, l'extrême droite occidentale qui joue à fond la suprématie blanche, c'est comme ça que ça marche actuellement. Parce que c'est malheureusement pas que des riches blancs, c'est aussi des prolos blancs qui se disent bah oui, c'est vrai, on s'occupe plus de nous. Bref. L'accent mis sur le côté culturel par la gauche a fragmenté celle-ci en secte identitaire. Là, on trouve vraiment, c'est le printemps républicain, ça. C'est Manuel Valls, voilà, ça c'est la gauche Manuel Valls. Saluton, Tertous, à tous. Saluton en tout cas. Saluton Avalanche. Bah là, on a commencé un article de Judith Butler, nommé Simplement culturel, publié en 1996, enfin publié, fait en 1996. Et voilà. Tertous, tout le monde. Je ne connaissais pas cette expression, désolé. Je suis vieille peut-être. C'est comme tous ces jeunes avec leur quacoubé crampeté et tout. Je comprends plus rien, moi. J'avoue, les mots, ils me font un peu rire quand même. Fragmenter celle-ci en secte identitaire, donc ce serait le discours vraiment Manuel Valls, provoquant ainsi la perte d'idéaux et de buts communs, effaçant le sentiment d'une histoire commune, d'un système de valeurs commun, d'un langage commun et même d'un type de rationalité objectif et universel. Ça vient du Nord. Et non, plus vieille que toi l'expression. Ah ok, d'accord. Je connais pas du tout le Nord. Du coup, ça butlérise, oui. Ça butlérise un truc relativement simple. Mais un jour, probablement que on parlera, enfin on en a déjà parlé, mais peut-être qu'on fera un live spécial là-dessus.
Sur c'est quoi la performativité du genre chez Butler? Parce que ça a pas l'air d'être. En vrai, c'est pas du tout évident comme concept, mais c'est utilisé à tort et à travers. Même par des gens qui s'en réclament, sans vraiment l'avoir compris. Je dis pas que j'ai tout compris, mais elle me semble être pas trop loin de ce que ça raconte, quoi. L'accent mis sur le culturel par la gauche remplace une vision solide, sérieuse, c'est bien le sérieux, et globale du système de relations étroites, unissant les conditions sociales et économiques. Donc, en gros, là, c'est vraiment class first, hein, oui, il n'y a qu'une lutte des classes, mais la bourgeoisie capitaliste contre le prolétariat. Même ça, c'est débile. Même ça, c'est débile. Faut affiner un petit peu. Faut affiner tout ça. Une licence sociale par des politiques égotistes et triviales, s'attachant à des événements, à des pratiques et des objets éphémères. C'est marrant cet usage du champ lexical, de l'universel, du grand et de l'objectivité. Enfin, ça m'étonne pas, hein, chez Marx, il y a beaucoup de ça. C'est le socialisme scientifique, contrairement aux utopistes. Alors c'est très systématique, c'est très cool Marx, mais parfois ça fait très 19e en fait. Ça fait très... on va trouver la formule du monde, quoi. Et là, Marx, j'ai trouvé la formule du monde social et du moteur de l'histoire. Bon, si, enfin, j'allais dire oui, c'est hyper empreint d'hégélianisme. Hégélianisme. Voilà, il était jeune hégélien, quoi. Et bon, c'est un peu daté, quoi. Alors que voilà, le féminisme, c'est pas très objectif, c'est pas un grand système de racisme non plus. Il n'y a que le capitalisme qui compte. De toute évidence, le postulat plus ou moins implicite derrière certains de ces arguments est que le post-structuralisme a étouffé le marxisme. C'est des choses qu'on voit encore maintenant. Hein. Toujours maintenant d'ailleurs. Et que toute possibilité d'offrir des explications systématiques de la vie sociale ou d'affirmer des normes rationnelles, qu'elles soient objectives, universelles ou les deux à la fois, ça me rappelle Kant, ça. Est dorénavant sérieusement hypothéquée par l'éruption du post-structuralisme dans le champ... Non, c'est pas ça. Dans le champ de la politique culturelle. Théorie vue comme destructrice, relativiste et politiquement paralysante. Nom de Dieu. N'en jetez plus. Là, je vais passer... Enfin, je vais lire, mais je vais passer un peu vite sur ce passage, parce qu'en relisant l'article hier, là, elle s'éclate un peu toute seule, Judith Butler. C'est marrant, mais pas trop pour l'analyse. Peut-être vous demandez-vous pourquoi je prends le temps de passer ainsi ces arguments en revue et d'en faire la publicité. Pardon, d'en faire la publicité, en quelque sorte. Peut-être vous demandez-vous aussi si je ne suis pas déjà en train de parodier ces positions. Ben non. C'est très bien que c'est ce qu'ils disent. Suis-je d'avis qu'elles sont sans valeur, ou bien au contraire qu'elles sont importantes
et qu'elles méritent qu'on y réponde. Si je parodiais ces positions, cela pourrait impliquer que je les trouve ridicules, creuses, stéréotypées, qu'en tant que discours, elles sont généralisables et recevables, au point de pouvoir être reprises par presque n'importe qui de manière convaincante, même par la personne la plus improbable. On disait, hein, à gauche Manuel Valls. Et si néanmoins ma présentation impliquait une adhésion temporaire à ce discours, alors que précisément je suis partie prenante de la politique culturelle qu'il attaque. Cette adhésion temporaire de ma part, qui pose la question de savoir si je suis en train de parodier ses positions, ne devient-elle pas précisément, l'espace d'un instant, pour le meilleur ou pour le pire, ma propre position? Bon, là, c'est vraiment Butler qui digresse à balle en mode philosophe. Bonjour, je présente des positions que je vais défoncer. Mais en les énonçant pour les dénoncer, est-ce que finalement, je ne les fais pas un peu miennes? Sinon, potentiellement, je les aurais juste mises sous le tapis et et j'aurais pas à y répondre. Est-ce que en les disant, même en parodiant ces positions, et là, les personnes qui ont les troubles dans le genre ont des gros wink-wink dans les yeux. La parodie par le discours, la performativité du genre, tout ça. Est-ce que... Et du coup, est-ce que par la parodie, elle ne devient pas elle-même marxiste? Voilà, là, je vous résume le truc. Voilà, c'est Butler qui s'éclate là, juste clairement. J'aimerais le souligner. Il est impossible de parodier de manière convaincante une position intellectuelle avec laquelle on n'a eu préalablement aucun lien, avec laquelle on n'a ni eu ni voulu avoir une intimité avant qu'elle ne devienne objet de parodie. La parodie nécessite une certaine capacité à s'identifier, à s'approprier, à se rapprocher. Elle implique une intimité avec la position qu'elle investit, qui trouble la voix, le statut. L'efficacité performative, le mot est lâché, du sujet, à tel point que le public ou le lecteur ne sait plus très bien à quoi s'en tenir. Bon là, clairement, c'est... Flemme. Flemme d'expliquer ça. C'est pas très... Enfin, comme je disais, si t'as lu Trouble dans le genre, enfin si vous avez lu Trouble dans le genre, c'est rigolo, sinon pas très pas plus que ça quoi. Est-on passé de l'autre côté? N'a-t-on pas changé? Peut-on vraiment rendre compte de cette autre position sans y succomber, alors qu'on est en train de la représenter? Vous pourriez conclure à mon manque total de sérieux. C'est déjà bien de souligner, Judith. C'est pas un manque de sérieux, c'est juste tu ressasses des thèses que tu as développées récemment, d'une façon très rigolote, en effet. Mais voilà, comme je disais, on est sur de l'humour d'universitaires qui savent de quoi les autres parlent. Et vous voyez un peu dans les films... Avant, c'était un peu plus les films un peu geek, un peu trucs comme ça, genre ah, il y a une référence. Bah là, c'est un peu le level. C'est le level ah, I see the reference en mode universitaire, quoi. Donc, gros cerveau, mais pas trop, hein, on va passer. Total, c'est. Ou bien que c'est là une espèce de jeu de déconstruction.
l'autre mot est lâché, et décidé de chercher ailleurs dans cette revue une discussion plus sérieuse. Mais je vous invite à suivre mes errements apparents, si vous le voulez bien, car je pense qu'ils permettront réellement de dépasser les divisions inutiles de la gauche, ce qui est un de mes objectifs ici. Et bah bordel, c'est un objectif, pas des moindres, parce que pardon, des divisions inutiles à gauche, il y en a, comme qui dirait, un bon paquet. Donc si on pouvait les dépasser, ouais, ce serait cool. Dis-nous Judith, dis-nous comment faire. J'aimerais avancer l'idée que les récentes tentatives pour parodier la gauche culturelle n'auraient n'auraient pu avoir lieu si ce lien et cette intimité préalable n'avaient existé. Et que s'engager dans la parodie, c'est s'engager dans une relation faite à la fois de désir et d'ambivalence. Le canular de l'année dernière, et là il y a une petite note de la traductrice. Le texte parodique de Sokal. Je ne sais pas si parmi vous, il y a eu des amateurs et amatrices de zététiques diverses et variées, et de sciences de droite. Mais le canular de Sokal, ça doit vous dire quelque chose. Est-ce que je fais un petit bref passage par c'est quoi un peu l'affaire Sokal? Parce que je vois qu'il y a des gens qui regardent, mais il n'y a personne qui parle dans le chat. Donc est-ce que je passe là-dessus ou est-ce que je continue? Ouais. J'ai pas de réponse. Et ben je vais faire juste un petit truc. En gros, Sokal, il est, je sais plus quelle science dure, enfin science dite dure, science inhumaine et asociale. Il fait, mais ça dit n'importe quoi les sciences sociales. Et si on écrivait un texte bullshit dans une revue pour le faire publier et pour montrer que oui, c'est vraiment du bullshit ce que disent les sciences sociales. Et effectivement, il a publié un article complètement abscon avec 36 000 notes, une biblio à rallonge. Et ça a été publié. Bon, c'était pas dans une grande revue. Plutôt très petite. Mais ça, voilà, ça en a fait tout un pataquès dans l'air du temps et tout comme ça. Et tous les droitos, Jean-Michel Droitos, vive la science, la méthode scientifique, les sciences humaines, c'est pas des vraies sciences, à dire oui, regardez, il a bien montré que les sciences humaines, c'est pas des vraies sciences. Alors là, vous allez un peu vite dans vos conclusions. Il s'agirait d'analyser ce qui s'est passé quand il a fait ça. Il s'agirait d'analyser dans quelle revue il a écrit. Il s'agirait de... Voilà. On ne peut pas passer de Sokal à publier un article bullshit dans une revue, dans une petite revue de sciences humaines, à les sciences humaines, c'est de la demeure. Vous croyez bien que le raccourci est un peu petit. Mais bon, quand on veut prouver son point, des fois, on fait bien preuve de peu d'esprit critique. Donc le canular de l'année dernière, donc de Sokal. Sachant que Sokal est revenu sur cette affaire et que même lui disait bah, je suis parti un peu loin dans mes conclusions. Lui, il allait pas aussi loin. Il allait pas aussi loin dans ses conclusions. Mais même dans ses conclusions, il trouvait qu'il allait un peu loin et il extrapolait un peu sur ce que voulait dire la possibilité de faire un canular dans ce genre de revue. Bref, le canular de l'année dernière a révélé une forme spécifique d'identification à l'œuvre.
où celui qui effectue la parodie aspire, au sens littéral du terme, à occuper la place de celui qui est parodié. Et non seulement afin de révéler au grand jour les icônes de la gauche culturelle, mais pour acquérir et s'approprier cette valeur iconique elle-même, et partant s'offrir joyeusement au regard public comme celui qui a accompli cette révélation, et occuper ainsi les deux positions dans la parodie, occupant le terrain de l'autre et recueillant pour un temps la gloire culturelle. Ainsi, on ne peut pas dire que le but de la parodie est de dénoncer à quel point les médias manipulent et polarisent dorénavant la politique de gauche, la dégradant vers le populaire et le culturel, mais plutôt précisément d'avoir accès aux médias et de les manipuler, de devenir populaire et de triompher dans le champ culturel investi par ceux-là même qu'on cherche à diminuer, renforçant et incarnant ainsi les valeurs de popularité et de succès médiatique qui avaient suscité la critique à l'origine. En gros, bah alors on critique des trucs en disant c'est pas des vraies sciences et ça a vachement de succès, donc je vais aller dans une revue comme ça pour faire de la bullshit et montrer à tout le monde. Enfin bref. En gros, pour Butler, c'est le serpent, il prend la queue, et c'est la mort. Imaginez le frisson sadique, le ressentiment accumulé, enfin libéré au moment d'occuper le terrain populaire, qu'on fait mine de mépriser comme objet d'analyse. Lorsqu'on rend hommage au pouvoir de l'adversaire et qu'on renforce ainsi l'idéalisation qu'on cherchait justement à mettre à mal. Donc en gros, c'est de la bullshit, et en plus c'est populaire. Et en faisant son canular, qui est devenu vachement plus connu que ce qui se passait dans le champ académique à ce moment-là, et bah il a quand même joué un peu son propre truc. La parodie aboutit à un résultat paradoxal. Le sentiment de triomphe jubilatoire, Sokal, oui, pas du tout marxiste, hein, par contre. Là, c'était pour prendre elle prenait un autre exemple. Vraiment scienceux, apolitique chiant, quoi. Apolitique, donc de droite. La parodie aboutit à un résultat paradoxal. Le sentiment de triomphe jubilatoire, éprouvé par les épigones d'un marxisme en apparence plus sérieux. Épigones, c'est des disciples bêtes, qui font rien de plus que ce qu'on dit leur maître. Typiquement, Aristote n'est pas un épigone de Platon, puisque c'était un disciple, mais il a écrit des trucs vachement différents quand même. Il était un peu plus. Les épigones, c'est vraiment. C'est la vérité incarnée, c'est les apôtres, quoi. On pourrait dire ça comme ça. Même pas les apôtres, ils ont fait des trucs après, selon la Bible. Ciple. T'as voulu écrire slip? Je sais. Ou simple? Je sais pas. Ah, disciple, putain. En plus, j'adore ce genre de blague. Comme distinguer, stinguer. Ou disruptif. Disruptif. Les épigones d'un marxiste en apparence plus sérieux. Au cours de cet instant de gloire culturelle,
est à la fois exemple et symptôme de l'objet culturel de leur critique négative. Le sentiment de triomphe sur l'ennemi, qui ne peut exister sans prendre la place de l'ennemi, ironie sinistre, pose la question de savoir si les buts ultimes de ce marxisme plus sérieux n'ont pas été déplacés à tout jamais dans un champ culturel, suscitant l'attention des médias pour un objet éphémère au lieu d'une analyse plus systématique des rapports économiques et sociaux. Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre. C'est en gros Butler qui fait: bah alors, vous dites que le problème du culturel c'est ça, ça, ça et ça, mais en fait, la façon dont vous portez une critique à ce qui est culturel rentre tout à fait dans ce que vous critiquez. En gros, la Butler, elle prend la main d'un marxiste imaginaire, elle lui fout des tartes, elle fait: arrête de te faire du mal. Pourquoi tu te mets des coups? J'avoue, c'est un peu drôle. Ce sentiment de triomphe suscite en retour un fractionnement au sein de la gauche, au moment même où la couverture... Elle rappelle les bases, hein. Au moment même où la couverture sociale est diminuée aux États-Unis, où les différentiels de classe s'accroissent de par le monde, et où la droite gagne du terrain sur le centre, rendant de fait la gauche invisible dans les médias, à l'exception de ces rares occasions où un groupe de gauche s'attaque à un autre, se donnant en spectacle à une presse libérale et conservatrice dominante, trop heureuse de pouvoir dénigrer toutes les factions possibles de la gauche dans le champ du politique et de nier à la gauche toute capacité réelle de changer radicalement la donne sociale. C'est magistral. Après, on pourrait dire que c'est un peu un effet de manche. Parce que là, elle a posé les affirmations des marxistes au début en disant je vais les démonter. Mais elle commence par faire, avant de les démonter, je vais dire que la façon dont ils ont... Enfin, l'objet de leur critique pourrait s'appliquer à leur propre critique. C'est pas très gentil de frapper les gens. Bah, Butler, elle frappe personne. Elle dit arrêtez de vous auto-frapper. Après, c'est vrai que en vrai, Butler dit... Enfin, les voit en train de se foutre des claques en pensant qu'ils mettent des claques à quelqu'un d'autre. En leur disant mais vous êtes en train de vous taper vous-même. Et en plus en nous disant oui, vous servez à rien. Tout ça c'est culturel, faut faire des vraies analyses du capitalisme et des trucs comme ça. Et ben vous fractionnez la gauche. Et là elle leur répond en faisant alors, d'une, non. Et de deux, pendant que vous nous cassez les noix, bah vous frappez pas beaucoup plus à droite en fait. Donc c'est un peu occupez-vous de vos oignons. Et quand vous vous occupez des nôtres, essayez de les comprendre. De toute façon, après, c'est ce qu'elle va dire après hein, sur la question des alliances politiques et la subordination de certaines luttes à d'autres. Et je trouve que c'est passionnant comme chose. Ouais, si vous voyez des petits encadrements de couleurs, c'est parce que sur ce PDF, je ne peux pas surligner directement parce que le texte n'est pas cliquable. Donc j'ai dû faire des petits cadres.
Et si vous voulez tout savoir de mon code couleur, c'est jaune, c'est important. Rouge, c'est très important. Vert, c'est des références à travailler. Voilà. C'est pour ça que vous pouvez voir plein de noms dans le cadre vert. C'est un article que j'ai lu il y a longtemps, je crois que j'ai toujours pas ouvert un seul des trucs où je me suis dit « Ah, ce serait pas mal d'aller voir ». Mais bon, la vie est trop courte. Il y a tellement de choses à lire. La tentative d'éloigner le marxisme de l'étude de la culture et de sauver la connaissance critique. Alors, concentre-toi, Alex. Pardon, Planche. Non, Alex. On va rester Alex. La tentative d'éloigner le marxisme de l'étude de la culture et de sauver la connaissance critique des écueils de la spécificité culturelle n'est-elle qu'une guerre de territoire entre les études culturelles de gauche et des formes de marxisme plus orthodoxes. C'est genre, prenez de la place, médiatique, académique et tout comme ça. Et du coup, en gros, c'est comme s'il n'y aurait pas de question de fond. C'est juste un accès à des ressources. Des ressources là d'ordre universitaire, médiatique et symbolique. Quel est le lien entre ces tentatives d'éloignement et l'affirmation selon laquelle les nouveaux mouvements sociaux ont fragmenté la gauche, nous privant d'idéaux communs et émiettant le champ de la connaissance et de l'activisme politique, réduisant ce dernier à la simple et unique affirmation d'une identité culturelle. C'est quand même con, hein, ils disent ah, vous fractionnez. Mais bon. En ayant ce discours de vous fractionnez, ils fragmentent aussi. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'on ne reviendra pas à leurs analyses claquées du cul, quoi. Ou en tout cas, dans l'état dans lequel elles sont. Accuser les nouveaux mouvements sociaux de n'être que culturels, vouloir qu'un marxisme progressiste et unifié retourne à un matérialisme fondé sur eux. Je parle de matérialisme depuis tout à l'heure, mais j'ai pas explicité. En gros, pour comprendre le monde et la marche du monde et de l'histoire, ce ne sont pas des idées, une certaine idée de la liberté, une certaine idée de la volonté, qui font que l'histoire change et que les êtres humains font des choses. Mais c'est parce que les êtres humains font des choses, de base, que ça produit des idées et que ça produit d'autres choses encore. Et même encore plus que ça, parce que le marxisme est un peu un économicisme, dans le sens où tout ce qui compte, c'est des questions de production et de consommation. Pas toujours, mais bon, un peu. Marx moins, les marxistes beaucoup. Et qu'en gros, c'est pas c'est très simple, hein. C'est pas intéressant de s'occuper des aspects culturels de la vie, c'est-à-dire le sens qu'on met dans les choses, même potentiellement la forme de l'État. Est-ce que l'État serait une superstructure, blablabla. Mais il suffit juste de regarder les modes de production et les rapports de production. C'est-à-dire qui produit les choses, pour le compte de qui.
Le grand système capitalisme, c'est le prolétariat qui produit des, enfin, qui produit des choses, qui produit des marchandises. Et dans cette production, il y a une part de la valeur de la marchandise qui lui est soustrait par le capitaliste, par le capital, pour augmenter de façon indéfinie ce même capital. Mais qu'en fait, oui, typiquement, les capitalistes ne travaillent qu'à l'accumulation du capital. Donc ils sont potentiellement aliénés eux aussi, sauf que ils n'ont aucun intérêt que ça s'arrête. Parce que accumuler du capital et des biens divers et variés aussi à côté, et de faire le concours de quiquette avec ses voisins pour savoir qui va aller dans l'espace, bah ça les fait bien bander quand même. Et ils veulent pas que ça s'arrête. Donc ils sont débiles et aliénés d'une certaine façon, mais ils n'ont aucun intérêt que ça s'arrête. Voilà de façon décousue le matérialisme. Ici, autre aspect intéressant de l'analyse matérialiste, c'est de ne plus partir d'un sujet. Souvent d'un sujet libre dans le monde et tout comme ça. C'est de comprendre le monde pour comprendre les sujets. Pratiquement une disparition de l'idée de sujet, mais je ne vais pas aller aussi loin dans l'analyse. Mais faut comprendre le monde dans ses structures, et notamment son mode de production. Pour comprendre en gros pourquoi les gens font ce qu'ils font. C'est pas déconnant, hein. Moi je préfère ça plutôt que l'analyse à base de libre arbitre, conscience de soi. Bref, tout l'héritage de Descartes et de la philosophie moderne. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un peu une sorte de contre-histoire de la philosophie qui se sépare de ce point de départ philosophique. Quel sujet? Quel jeu? Le jeu qui pense. Et c'est pas mal Spinoza, Marx. Et d'autres après. Mais c'est les deux que j'aime bien. Donc vouloir qu'un marxisme progressiste et unifié retourne à un matérialisme fondé sur une analyse objective des classes repose sur ce postulat que la distinction entre vie matérielle et vie culturelle est stable. Et ça, c'est toujours un truc qui est étonnant. Parce qu'en gros, donc la vie matérielle, c'est la structure. Vie culturelle, c'est la superstructure. Et la vie matérielle, donc économique, la production, tout ça, et le mode d'organisation, le mode de production. Souvent est vu comme déterminant absolument la vie culturelle. Et que les deux entretiennent un rapport toujours de causalité de c'est la vie matérielle qui fait quelque chose sur la vie culturelle. Mais ce recours à une distinction apparemment stable entre vie matérielle et vie culturelle marque la réapparition d'un anachronisme théorique qui ignore les apports à la théorie marxiste depuis le déplacement du modèle base superstructure, donc ce que je disais depuis tout à l'heure, proposé par Althusser, donc philosophe français dont il faut absolument que je lise une partie des travaux. J'en ai déjà commencé à lire un peu. Par contre, c'est une énorme merde qui a buté sa femme en l'étranglant. Et donc, je sais pas, il me semble avoir vu que ça traînait encore. Cette blague infâme dans les couloirs de Normal Sup. Parce qu'évidemment, c'était un normalien.
euh, que Althusser, enfin Althusser, ce serait les derniers mots de sa femme. On est bien dans la misogynie des classes supérieures. C'est genre, ah bah ça va, Althusser c'était un génie, donc on peut se permettre de faire ce genre de blague. Sachant que sa femme était aussi universitaire, mais elle est vachement moins connue. Pourtant, apparemment, elle a fait des trucs trop trop bien. Et par contre, je suis une très mauvaise féministe, puisque je n'ai plus du tout le nom de sa femme. Et comme je vais faire les choses bien, je vais quand même aller regarder. Parce que sinon, ça le fait pas, quoi. Hélène Rittmann, qui était sociologue. Voilà. Hommage à elle. Mais Althusser, ça a l'air intéressant, quand même. Donc le déplacement du modèle basse superstructure proposé par Althusser jusqu'aux diverses formes de matérialisme culturel, par exemple celle de Raymond Williams, je ne connais pas. Stuart Hall, apparemment c'est de la bombe, c'est de la grosse bombe de balle pour comprendre ce qu'on a appelé le tournant dit culturel. Ou Gayatri Chakravorty Spivak. Mais là, ça me dit rien du tout. En fait, la réapparition inopportune de cette distinction sert une stratégie qui vise à définir les nouveaux mouvements sociaux comme uniquement culturels. Et le culturel comme dérivé et secondaire. Évidemment, si c'est déterminé à utiliser dérivé par la base matérielle, bah qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pareil, une fois de plus, c'est prendre les marxistes à leur propre jeu. C'est pourquoi vous dites ça alors qu'en fait, il y a eu plein de marxistes depuis Marx qui ont développé, à partir de Marx lui-même, qui ont développé ces théories. Et Marx, c'est une base de travail. Comme moi, j'aime beaucoup Spinoza. Spinoza, il y a des trucs sur lesquels il a rien dit. Mais c'est une super base pour entreprendre des problèmes. Marx, c'est pareil. Le matérialisme, c'est plus une grille d'analyse slash une méthode que un programme. C'est une méthode qui marche bien. Enfin, qui marche bien. Qui marche bien analytiquement, et je trouve que politiquement, c'est pas déconnant non plus. Avant qu'on avance sur ce gros morceau, je crois que je vais faire une pause et aller fumer. J'ai déjà un peu mal à la gorge. C'est con d'aller fumer quand on a un peu mal à la gorge. Mais j'ai aussi l'entre des deux yeux pris, un peu comme si je commençais à couver quelque chose. Donc, je vais prendre l'air et puis on se dit à tout à l'heure, quitte à que j'arrête, je sais pas, je vais voir. Je pense pas, mais et à tout à l'heure du coup. Je vous remets de la musique. Oui. Rebonjour. Et désolé pour le manque de musique. L'album était pas très long.
Et j'ai zappé de mettre un truc à la suite. En fait, il est 20h. Je suis déjà giga crevé. Donc, en fait, je le sens depuis le début du live. Parce que j'aime bien la digression, mais si je pars autant en digression pour dire n'importe quoi, c'est que j'ai le cerveau un peu confus. Donc, je pense que ça va être une fin de stream un peu plus rapide que prévu. C'est-à-dire probablement maintenant. Et donc désolé, mais on fera la suite plus tard. C'est con hein, parce qu'on n'a pas trop commencé les trucs. Enfin si, tout est cool dans cet article, mais en plus il n'y a pas de sous-titres. Bon, je vois où on en est, c'est sur le gros encadré jaune. Mais du coup, si je veux dire des trucs intéressants et que je veux continuer à prendre du plaisir à faire ça, je vais éviter de me forcer à continuer alors que c'est pas que j'ai pas envie, mais j'en suis pas trop capable là, je pense. Donc à la semaine pro ou à plus tard dans la semaine. Voilà. Au revoir. Au revoir tout le monde.